Bonjour à tous, merci du coup de participer à notre café IA de ce matin. Donc c'est dans le cadre de la Clermont Innovation Week et c'est organisé par le pôle universitaire d'innovation de Clermont-Auvergne Project Innovation et Territoire. J'espère que je ne fais pas d'impair. Par la CCI du Puy-de-Dôme et également par la French Tech Clermont-Auvergne. Donc merci à tous les partenaires pour l'organisation de cette matinée. Je me présente, je suis Laetitia Vaillant-Thomazé, je suis conseillère numérique à la CCI du Puy-de-Dôme. Donc j'accompagne les entreprises sur leur stratégie digitale de manière générale. Je suis également référente cybersécurité et j'aide aussi à l'intégration de l'IA dans les process de l'entreprise. Et je remercie donc Marie Millet, qui est juriste chargée d'affaires propriété industrielle à l'INPI, et Nourdine Azaoui, enseignant-chercheur au cluster MIAI de l'Université Clermont-Auvergne. Donc pour votre présence et puis du coup pour votre avis d'expert sur les différentes questions qui vont suivre. Donc si vous êtes là ce matin, c'est parce que justement, vous le savez, l'IA transforme beaucoup tous les process au sein des entreprises et on se pose beaucoup de questions sur à qui appartient les contenus générés avec l'IA ou non et comment ça se passe également au niveau de l'innovation pour protéger justement ce sur quoi vous travaillez. Je vous laisse détailler un petit peu. Du coup, moi, je suis Marie Millet, juriste en propriété intellectuelle de formation. Je suis à l'INPI depuis maintenant bientôt 7 ans. Je suis passée par l'examen des marques et l'opposition des marques. Donc ça, c'est mon petit dada personnel en plus. Et aujourd'hui, j'ai atterri à la délégation de Lyon. Vous avez bien entendu. L'INPI a des centres en fait en région avec des personnes comme moi, des chargés d'affaires qui viennent au contact des entreprises, des porteurs de projets, des étudiants entrepreneurs, des startups, tout le monde qui peut avoir des questions en propriété intellectuelle, parce que c'est un sujet assez nébuleux. Donc on essaye de vulgariser, d'expliquer. Comme je dis toujours, on a un grand jeu qui est celui de la propriété intellectuelle. On essaye d'expliquer les règles, les cartes que la personne a en main. Par contre, on ne peut pas l'aider à jouer. Ça reste l'apanage des conseils en propriété industrielle et des avocats. Donc on n'a pas vocation à décider et à aider. Je ne vais pas pouvoir dire il faut faire tel dépôt de telle manière. Mais au moins les gens peuvent faire les choses un peu plus en connaissance de cause. Et puis maintenant, on aide aussi un peu sur le volet du guichet unique des formalités d'entreprise, parce que c'est un sujet important. C'est souvent la première étape d'une entreprise, donc avant de penser à l'API, il y a aussi ces sujets-là. Donc voilà, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui, même si tout ce qu'on va dire n'a pas vocation à l'exhaustivité, surtout que l'IA, c'est tellement en perpétuel mouvement que voilà. Parfait, merci. Okay, moi, c'est Nourdine Azaoui, donc je suis professeur de mathématiques au laboratoire Blaise Pascal, mathématiques Blaise Pascal. Je suis aussi dans le comité de pilotage de Cluster MIAI, notamment dans le bureau innovation. Et puis au niveau local, donc je suis responsable de Master Intelligence Artificielle qui est coporté par les IMA et puis le laboratoire ou l'UFR de mathématiques. Et puis au niveau de la recherche, on va dire la structuration de la recherche locale, donc je suis dans la direction de la nouvelle fédération Data for IA qui a été créée à partir du 1er janvier. Voilà, donc je suis ravi d'être là pour discuter avec vous. Donc, je veux juste vous prévenir, moi je suis plutôt chercheur en mathématiques, la partie propriété intellectuelle et droit, etc. Donc je ne suis pas du tout spécialiste. Donc excusez mon ignorance dans ce domaine-là. Voilà. On va attaquer avec la première question. Ça sera pour vous, Marie, la première. Donc, ça sera à qui appartient le contenu généré justement avec l'IA dans le cadre professionnel et dans quelles conditions on peut dire qu'une création réalisée avec l'aide de l'IA, elle peut être protégée par le droit d'auteur? C'est bien d'avoir ces deux questions-là parce que c'est les deux questions principales, majeures que tout le monde me pose. C'est est-ce que si je fais tel design avec l'IA, qui en est propriétaire? C'est l'IA, c'est moi, c'est l'entreprise. On a fait le choix en Europe, en France, de rester sur, on va dire, la même ligne. Pour être protégé par le droit d'auteur, il faut être auteur. Et pour être auteur, il faut être une personne qui puisse créer des œuvres originales. L'originalité, ça a été défini comme l'empreinte de la personnalité de l'auteur. Donc on considère que l'IA étant simplement une machine, elle n'a pas de personnalité, donc elle ne peut pas être auteur. Donc partant de ce principe-là, sur qui on fait retomber
cette condition d'auteur, c'est la personne qui va avoir demandé peut-être à générer de l'IA avec un prompt sophistiqué par exemple, ou qui aura retravaillé le résultat qui est sorti par l'IA, que ce soit un graphisme, que ce soit un texte, ce genre de choses, même du code. Parce qu'aujourd'hui, on est face à ce problème de qui a fait quoi et qui peut être responsable de quoi. Donc la question, c'est vraiment, est-ce qu'il y a une vraie intervention humaine derrière? Est-ce que c'est un simple prompt de je veux que tu m'écrives un texte qui parle de la pluie et du beau temps en Auvergne à la saison printanière? Pas grande direction, et puis si je travaille pas les mots derrière, ça va peut-être être un peu compliqué de m'approprier le droit d'auteur derrière. Par contre, si je commence à lui donner des détails il fait soleil et le lendemain il pleut et je veux qu'à telle heure t'insères ça dans le récit et que derrière ce qu'elle va me sortir, je vais rajouter ma patte, je serai l'auteur du texte qui sortira et j'aurai la protection du droit d'auteur. Pour pouvoir comprendre tout ça, je rétropédale un peu. Le droit d'auteur, il naît dès la création d'une œuvre. Il n'y a pas de formalité d'enregistrement, en tout cas en France et en Europe, contrairement aux États-Unis où on va aller chercher un copyright à l'enregistrement dans un bureau spécialisé là-dedans. En France, là, si je vous gribouille quelque chose sur ma feuille et que je vous le montre, c'est protégé par le droit d'auteur. Si vous le reprenez, vous êtes contrefacteur de mes droits d'auteur. Donc, dans tous les cas, à partir du moment où ça sort, c'est créé. On est une œuvre, il n'y a pas de discrimination de c'est beau, c'est artistique, etc. Tout peut être une œuvre à partir du moment où il y a une intervention humaine. Et donc, c'est là où tout est contrebalancé par rapport à l'IA. Okay. Et du coup, si on fait les deux questions, à qui appartient le contenu généré par l'IA, à celui qui aura au moins fait le prompt et l'aura modifié derrière, plutôt qu'au fournisseur de l'IA. L'IA, à moins qu'on n'ait pas bien lu les conditions générales d'utilisation et que l'IA se dise qu'elle récupère tout et qu'on a adhéré à ça sans le savoir. C'est vrai que je vais beaucoup répéter ça aujourd'hui. Il faut lire les petites lignes. Je sais que c'est super chiant, même pour un juriste. Moi qui ai l'habitude de toujours tout lire, les conditions générales d'utilisation, c'est le pire truc de la Terre. Mais effectivement, il y a toujours une petite ligne qui va dire si l'IA reprend ce qu'on lui dit, si l'IA, par exemple, bride ses résultats en fonction des droits d'auteur des autres, par exemple, ça ce sera pour la suite, je spoil un peu. Mais c'est vraiment cette notion-là. Et du coup, oui, quelque chose qui est généré avec l'IA pourrait être protégé par les droits d'auteur ou par un autre droit de propriété intellectuelle. Si on demande à l'IA de nous aider à réfléchir à une marque, un logo, etc., le résultat pourra être protégé par un droit de propriété intellectuelle, comme un brevet aussi, ou comme un dessin et modèle. Dès lors qu'on lui donne du coup des informations spécifiques ou qu'on a retravaillé donc le contenu. Exactement. Ok. Et votre avis sur le sujet? Et j'ajouterai un élément, c'est donc vous disiez si du coup on fait le prompt, on peut peut-être même limite protéger le prompt qui serait notre écriture, notre façon de le penser. Le prompt est de fait protégé. Voilà. Quand on génère un prompt qu'on insère dans l'IA, ça reste une création d'une œuvre de l'esprit. Oui. Et j'aurais pu poser la question d'une certaine manière. On pourrait par exemple, tous ensemble avoir une même question. La façon dont on va la poser dans l'IA, c'est notre empreinte de personnalité à nous, et donc ce serait protégé par le droit d'auteur. Et du coup, je rajouterais pour vous, par rapport à votre avis aussi, on peut utiliser des optimisateurs de prompt, en fait, des assistants qui vont de base optimiser. Donc, nous, on va donner une petite phrase. Et est-ce que quand il y a l'optimisateur de prompt, est-ce que là, du coup, c'est encore notre prompt ou ça ne l'est plus? L'initiateur, on va dire, c'est celui qui a demandé à OLLM ou à l'intelligence artificielle de générer ce prompt. Donc l'idée qui est derrière, donc c'est quelque chose qui est propre à la personne qui est en train de travailler. Donc je vais présenter ça d'un point de vue, on va dire, de la recherche. Imaginons que je suis en train de travailler sur un sujet, donc je vais donner une direction, on va dire, de recherche. Donc, c'est comme si on était en train d'encadrer, par exemple, un étudiant en thèse. Donc, on lui donne une direction, mais on n'a pas la solution. Donc, cet étudiant, il va chercher, il va se poser des questions, etc. Donc, il va nous donner une solution
meilleur que ce que par exemple, l'encadrant a donné au départ. Donc, ce qui fait que l'étudiant est le propriétaire de ce qui est sorti. Donc, pour moi, l'IA, c'est un outil qu'on va utiliser. Et donc, une fois pour nous aider à répondre à une question spécifique, mais on est propriétaire de cette question qu'on pose. Pour moi, c'est ça la propriété, on va dire, de l'idée qu'on a eue. C'est ce qui fait qu'on est propriétaire d'une chose ou pas. Voilà. Dans le domaine de la recherche, c'est comme ça que ça se passe. Généralement, le fait d'avoir une idée, on en est propriétaire. Voilà. Comment on la formalise, comment on va la présenter au grand public, aux pairs, aux chercheurs par exemple, ou à la communauté. Donc à ce moment-là, on est amené à utiliser des outils. Donc que ces outils nous aident à bien présenter les choses, ou à que ça soit bien écrit, par exemple, avec des formulations qui sont très très claires, etc. Donc ça nous permettra de mieux présenter notre travail, mais on reste toujours propriétaire de ça. Mais bien sûr, donc il ne faut pas oublier de citer ces sources et dire, par exemple, qu'on avait utilisé une IA pour reformuler nos résultats, etc. Donc l'essentiel, c'est de citer aussi les outils et les personnes qui nous ont aidés à avoir ce résultat-là. Oui, il y a le devoir de transparence, en effet, dans l'IA, de toujours indiquer quand on a utilisé l'IA, que justement on sait aider l'IA, soit pour la présentation, soit pour rechercher du contenu, etc. Ça, en effet, il faut le documenter, il faut le préciser. Et même pour dans la recherche également. Dans le domaine de la recherche, donc maintenant, il y a une charte où on doit dire si on avait utilisé l'IA. C'est pas interdit, mais il faut le dire. Donc il faut que ça soit certifié, soit on a utilisé ou pas. Donc il faut cocher une case pour dire qu'on l'avait utilisé. Si c'est le cas, bien sûr. Ouais, j'ajouterais qu'on est dans un monde où on essaye toujours de tout rationaliser et de tout encadrer. Il y a aujourd'hui sort du cadre parce qu'elle déborde sur tellement de notions différentes. Et aujourd'hui, on a du mal à se dire comment est-ce que je vais pouvoir mettre des garde-fous à l'IA. Et c'est cette notion de se dire, ok, l'IA, il faut pouvoir dire qu'on l'a utilisée, on va être dans la transparence, on va essayer de pas trop mettre d'informations dedans, etc. Donc on va essayer d'avoir une bonne conduite, nous, pour pouvoir limiter les dérives de la machine et de ce monde qui peut paraître comme un gouffre pour certains, une excellente opportunité pour d'autres, mais c'est toujours cette envie de se dire, ok, aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut encadrer ça ? Et c'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, on n'a pas vocation tous les deux à l'exhaustivité sur le sujet, c'est que ça bouge en permanence. Les décisions qui sont prises aujourd'hui seront peut-être pas celles dans 6 mois, encore plus quand on parle de jurisprudence des tribunaux. Ils ont décidé pour l'instant de prendre cette direction-là, on veut une intervention humaine pour qu'il y ait une protection. Pour une fois, les Américains nous suivent un peu sur ce sujet. Il y a plein de sujets en propriété intellectuelle où l'Europe et les États-Unis prennent des directions différentes. Là, on a pris la même. Donc, je pense que c'est la façon de rationaliser qui était la plus facile, mais peut-être que dans un an, on décidera de prendre une autre direction. Donc, on avance quand même à pas de loup et un peu à l'aveugle sur ces sujets-là. Même si on essaye d'en parler, de dire quelles sont les règles, ça reste les règles aujourd'hui. Si je pouvais rajouter aussi le fait que l'image populaire, on va dire, de l'IA, c'est les LLM, donc tout ce qui est IA générative, etc. Mais ça, c'est juste la partie, on va dire, visible de l'iceberg. Mais en dessous, il y a pas mal d'IA qui sont très spécialisées, donc soit en robotique, soit en pharmaceutique ou n'importe quel domaine. Et il y a des agents qu'on va mettre en place qui vont traiter un sujet particulier. Et donc, du coup, le fait d'avoir utilisé cet outil, comment dire, le fait de travailler sur un sujet particulier, c'est déjà quelque chose de propre à la personne qui est en train de traiter le sujet. Donc je pense, tu me corrigeras Marie, mais je pense que c'est une étape qui est importante dans l'identité de ce qu'on est en train de faire. Donc comment protéger. Donc c'est la première étape à identifier dans un travail, on va dire, de recherche ou de création de produits. Justement, ça me fait ma transition toute faite pour la prochaine question. C'est justement les données qu'on va utiliser, soit de base peut-être présentes dans l'algorithme, comment il a été justement
conditionner, travailler. Et sinon, quand on va travailler avec un agent spécifique et qu'on va lui donner de la donnée, est-ce que ces données utilisées pour entraîner l'IA, elles vont à l'encontre du droit d'auteur aussi ou pas, ou justement ça le nourrit pour après y recréer. Et donc dans ce cas, vu qu'il recrée quelque chose, ça ne va pas à l'encontre. Enfin voilà, votre point de vue là-dessus. Je vais commencer à répondre à Oui. cette question parce que je suis néophyte, on va dire, au niveau de droit, mais c'est juste pour raconter l'histoire de l'IA quand on a commencé à lui donner des données pour apprendre. Donc on ne se posait pas la question de droit Oui. qui a généré les données, donc on est allé On l'a puiser nourri. voilà, dans Wikipédia, dans les forums, les mails des gens, etc. Donc on ne se posait pas la question de à qui ça appartenait. Donc. Et c'est quand ça commence à marcher et que ça commence à toucher le grand public, on commence à se poser la question, ça appartient à qui voilà. Les données, je pense que ça fait partie aussi de l'identité et la construction de l'outil. Il y a par exemple OpenAI, par exemple, quand il a créé ChatGPT, il a utilisé des données, mais en regardant maintenant, il n'avait pas le droit normalement de les utiliser librement comme il l'avait fait à l'époque. Donc, Oui, c'est ça, c'est vraiment ça. La course, elle a été lancée et tout le monde s'est dit banco, on court dans tous les sens. C'est surtout qu'il y a une directive de 2019 de l'Union européenne qui est sur les données et notamment une partie sur le data mining. Le fait de pouvoir, text and data mining, le fait de pouvoir aller chercher du texte et de la data sur tout ce qui est accessible en ligne. Donc une œuvre qui est protégée par des droits d'auteur mais qui est accessible en ligne, par principe, on peut aller le récupérer. Donc c'est cette histoire de scrapping de données qui était possible. Donc il n'y avait pas vraiment un vide juridique. Le vide était comblé en tout cas à partir de 2019. C'est juste qu'on n'a pas vu le truc venir et que ça fait un peu comme une bulle qui a explosé un peu au visage de se dire ok, en fait, tout ce que j'ai mis dans Internet, même si c'est à moi et c'est incontesté, j'ai donné le droit de le réutiliser à partir du moment où je l'ai rendu accessible. Donc déjà, ça pose un peu une question de... Il n'y a plus d'éthique, oui. À l'heure de l'IA, on a un peu laissé les choses comme ça. Face à la réaction du public du « Oh, mon Dieu, mais c'est pas possible de faire des choses comme ça », on a essayé d'avoir l'IA Act qui a un peu recalé ça en demandant de la transparence aux IA, notamment aux IA génératives, parce qu'effectivement, c'est un peu la partie visible de l'iceberg. Donc, elles sont très surveillées. On les oblige à la transparence de où est-ce que vous prenez vos données, comment vous entraînez vos modèles. Après, c'est toujours pareil, hein, on dit la vérité ou pas. Après, ils sont tellement surveillés que je pense que maintenant, ils disent un peu la vérité, mais au début, effectivement, c'était la foire d'empoigne. Hein, on ne va pas se le cacher sur toutes les données possibles. Les modèles ont utilisé des œuvres protégées par le droit d'auteur, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut toujours faire attention avec ce qui peut arriver des IA génératives quand on leur pose des questions, parce que à la base, elles ont été entraînées. Donc, même s'il y a eu de l'éthique remis par-dessus et on s'est dit on arrête d'utiliser les œuvres protégées, elles ont une partie d'œuvres protégées. C'est ce que disait Nourdine. Il y a déjà des choses dans la machine et on ne peut pas revenir en arrière. On ne peut pas rétro-pédaler en disant non, vous retirez ça. L'IA, elle l'a appris, c'est dans son système. On ne peut pas le retirer. Donc, c'est vraiment... Une fois de plus, aller vérifier aussi les conditions générales d'utilisation. Comment est entraînée cette IA ? C'est écrit quelque part, c'est obligatoire. Mais, et c'est surtout qu'elle va pas faire de vérification. De temps en temps, moi, je continue à faire des tests sur les principales IA. J'ai attaqué ChatGPT sur je voulais à tout prix qu'il me fournisse quelque chose de protégé. Je l'ai forcé plusieurs fois et lui me répétait sans cesse « je ne peux pas, ça violerait des droits d'auteur ». Donc il y a quand même des garde-fous sur une utilisation gratuite, hein, bien sûr. Quand on va vers une utilisation payante, on a encore plus de garde-fous, parce qu'on dit toujours quand c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit. Donc c'est un peu... là, c'est vraiment là que ça se confirme. Tout ce qu'on va mettre dedans, elle se nourrit. Donc vraiment, oui, les données qui ont été utilisées par l'IA à la base violaient les droits d'auteur. Maintenant, c'est plus le cas. Parce qu'il y a ces garde-fous-là. Et dans tous les cas, c'est toujours très dur de trouver comment, pourquoi.
Et même attaquer une IA pour protéger ses droits d'auteur, c'est coûteux. Aujourd'hui, c'est prendre un avocat, aller devant les tribunaux, faire une action en contrefaçon. Et si, je sais pas, on est un auteur, même si on est un auteur à succès, il faut avoir les reins solides pour faire face à des géants de l'IA. Donc, heureusement qu'il y a eu l'IA Act pour un peu remettre de l'éthique et recadrer en disant attendez, on va faire les choses bien quand même. Aussi d'un point de vue technique, donc, quand on regarde ChatGPT, c'est une boîte noire. Donc les informations qu'on avait utilisées pour apprendre, ils n'y sont pas. Donc il n'y a que ce qu'on appelle des poids. Donc c'est un réseau de neurones avec des poids et c'est des chiffres qu'on a stockés dedans. Donc il n'y a aucune information sur ce qu'on avait utilisé pour apprendre. Donc pour faire le chemin inverse, il est presque impossible. Pour revenir, par exemple, comme on a trouvé un poids, par exemple, quelque part dans le modèle, et puis revenir en arrière pour dire quels sont je sais pas quel est le texte ou quel est le contenu qui a mené à ce qu'on ait cette valeur de ce poids-là, il est presque impossible à retracer dans le chemin inverse. Donc c'est presque impossible de relier une boîte noire, on va dire ChatGPT ou autre, à ce qui a été utilisé pour l'apprendre. Oui, c'est très intéressant parce que ce n'est pas une base de données comme on l'entend dans le système conventionnel du terme où je vais dans une bibliothèque, je veux retirer ce livre pour retirer ce qu'elle a appris. Effectivement, c'est passé à la moulinette de la machine et même aujourd'hui, j'essaye de m'enseigner au maximum sur le sujet, mais la machine, les LLM, quand on lui parle, donc nous on lui parle en langage naturel humain, mais elle va retranscrire ça en token. Donc on entend ce terme token pour tout. Maintenant, c'est compliqué. Mais du coup, c'est des jetons. Et ils attribuent un certain nombre de jetons qui veut dire à peu près quelque chose. Et il sait que cette combinaison de jetons, ça veut dire ça. Et du coup, il va nous reparler. Mais on a beaucoup vu ça fait un peu le buzz quand ça sort, mais des IA qui commencent à discuter entre elles quand elles se rendent compte qu'elles sont IA. Et elles se mettent à faire des bruits, des bips, des sons. Il n'y a plus du tout de langage naturel humain. Et c'est là où on se rend compte que oui, ce sont des machines. Et du coup, on ne peut pas transposer notre cerveau à leur fonctionnement à elles. Et du coup, cette notion de base de données, c'est un petit point. C'est plus un livre où on reprend... Oui, c'est transcrit autrement de leur côté. Ça avait déjà commencé, aux années 2010, donc avec Google, il avait sorti ce qu'on appelait des Google Flu. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Google Flu. C'est sur la grippe. Donc c'est en fonction de ce que les gens vont faire des recherches sur Google. À l'époque, c'était... Les tendances de recherche, du coup? Oui, les tendances de recherche. Et regarder, en fonction de ça, ils disaient est-ce qu'il y a une épidémie de grippe ou pas. C'est en fonction de ce qu'on cherche, par exemple un Doliprane ou acheter un produit pharmaceutique, etc. Et donc ça permettait de deviner est-ce qu'il y avait une épidémie de grippe ou pas. Voilà, c'est ça. Et donc ça, c'est des données, on va dire, médicales, personnelles. Et donc à l'époque, je crois qu'il y avait un vide juridique pour savoir comment on va utiliser par exemple ces données-là. Est-ce que les gens sont d'accord pour qu'on les utilise pour pouvoir prédire l'existence d'épidémies ou pas, etc. Donc c'était encore la jungle, à mon avis. Donc. On ne demande pas bien l'accord, en effet. Ou alors c'est dans les fameuses conditions d'utilisation sur les recherches qu'on ne lit pas et que vous acceptez. Mais c'est souvent ce genre de choses. Là, je suis un peu en retard, je vous l'accorde. Je viens de finir la série House of Cards. Bon, cette série, c'est un délire absolu. Mais à un moment donné, on les voit utiliser des applis pour récupérer des données. Et ces données, ils les détournent pour faire autre chose. Et en voyant ça, on se dit, mais c'est scandaleux, mais c'est ce qui se passe d'une manière générale aujourd'hui. Parce que, exactement, c'est pas du tout loin de la vérité, c'est réellement ce qui se passe parce qu'on a coché, on nous oblige à accepter les conditions générales d'utilisation, etc. Par exemple, aujourd'hui, quand on communique en Gmail, Google a l'autorisation de lire vos mails. J'ai un conjoint qui est très à cheval là-dessus. Du coup, il utilise d'autres solutions souveraines. Et c'est vrai que ça le fait tiquer quand des entrepreneurs viennent et ont leur adresse mail de projet @gmail.com. Et tout de suite, il dit, vous avez lu les petites lignes, vous savez ce qui se passe. Et aujourd'hui, il y a des fois où on n'a pas le choix. Là, j'ai une collègue qui s'est fait rebooter son téléphone de bureau, qui est un Samsung, on peut le dire, et dans l'utilisation de l'application email, elle était obligée de cocher certaines choses. Elle a appelé notre DSI en disant « mais vous êtes sûr, est-ce que je fais ça ?» etc. Donc on a des gens toujours derrière qui contrôlent, mais effectivement, on se rend compte que quand on utilise des choses, involontairement, dans les conditions, on accorde, mais ça marche avec tout, ça marche avec nos cartes bancaires, surtout en ce moment où on a tous au moins des visas ou une grande partie et que se poser la question...
avec les États-Unis qui prennent de plus en plus de place, Trump voudrait contrôler par les entreprises américaines. Donc, c'est même plus large que l'IA, d'une manière générale, c'est de l'intelligence économique et de la souveraineté. Donc, plus on nourrit l'IA de choses et plus on sait qu'on perd le contrôle. Mais parce que c'est l'IA. Et en fait, on ne s'en rend pas compte dans la vie de tous les jours, on le fait déjà. C'est juste ça nous a mis une prise de conscience parce que c'est un sujet qui a vraiment été saisi, mais on ne se rend pas compte que c'est déjà... c'est déjà le cas pour beaucoup d'autres outils, tout à fait. Oui, ça avait commencé aussi avec le cloud déjà. Donc on a délégué tous nos données, par exemple, à un organisme extérieur, que ce soit en France, mais la plupart c'était des organismes américains, voilà, c'est ça. Donc soit Amazon, Microsoft ou j'ai oublié le troisième. Et donc à ce moment-là, on avait tout donné à un pays étranger, tous nos données, nos informations, etc. Donc il fallait faire attention dès le début, je pense. Oui. Et donc je reviens sur le côté usage de l'IA. Est-ce qu'il y a un risque justement de contrefaçon involontaire et comment l'anticiper quand on va l'utiliser dans ses travaux de recherche ou d'innovation? Qui veut commencer? Après, au niveau de la recherche, donc il y a un outil qui a fait ses preuves depuis toujours. Donc c'est ce qu'on appelle le contrôle par les pairs. Donc quand vous allez avoir une découverte, vous allez écrire un article, vous l'envoyez à un journal qui va l'envoyer à des experts qui sont dans votre domaine, ce qu'on appelle les pairs. Et donc ils vont regarder en fonction de l'état de l'art, donc est-ce qu'il y a des choses qui ont été déjà faites, donc on va vous notifier que ça a été fait par telle ou telle personne dans telle ou telle référence, ou sinon on va regarder... si ça n'existait pas, à ce moment-là, on va dire que c'est une découverte et que c'est un travail de recherche innovant qui mérite d'être publié, par exemple. Et donc ça, il y avait ce mécanisme-là qui permet de vérifier est-ce qu'il y a une entre guillemets, est-ce qu'il y a une reproduction de quelque chose qui existait déjà. Mais par contre, tout ce qui est produit ou brevet, etc., donc ça, je ne sais pas, peut-être que Marie... aura une idée plus précise sur comment on vérifie est-ce qu'il y a une contrefaçon ou réutilisation de quelque chose qui existait. Alors oui, c'est vrai que c'est un vaste sujet, c'est une question qui se pose beaucoup, c'est de se dire oui mais c'est l'IA qui me l'a donné. C'est un peu trop facile. On ne peut pas dire oui, j'ai demandé à l'IA de me faire un logo, elle me l'a fait et c'est tout, je l'ai enregistré en tant que marque, c'est à moi, j'ai généré le prompt. C'est beaucoup trop facile et effectivement on peut être exposé à la contrefaçon de manière, on peut dire, un peu involontaire. Il faut vraiment, je peux le redire encore, vérifier en fait ce qui sort de l'IA parce que je lui ai demandé de me faire un logo, je lui ai demandé de me faire une pub, je lui ai demandé de me faire du branding, du packaging, de tout ce que vous voulez qui sort de l'IA, ça a un contrôle. Avant d'être à l'INPI, j'étais dans une entreprise d'import-export de petits produits de consommation. En tant que juriste pays, je vérifiais tous les packagings pour pas qu'il y ait de mentions trompeuses, pour pas qu'il y ait d'éléments qui soient pas conformes, etc. Donc ça commençait déjà par ça. Et en fait, il faut pas se dire que parce que c'est l'IA, c'est nouveau, les règles changent. Les règles, elles ne changent pas, en fait, elles sont toujours là. Il faut toujours vérifier ce que l'IA sort, même si aujourd'hui, l'IA... elles ont l'obligation, notamment par l'IA, d'être programmées et formées pour éviter les atteintes à des droits, que ce soit effectivement droits d'auteur, brevets, dessins et modèles et marques. Pour autant, est-ce qu'il y a quelque chose qui n'aurait pas été perçu ça reste une machine. Si elle n'a pas appris, notamment sur celles qui sont en cours d'apprentissage, elle est faillible. Il y a quand même des failles. Et donc oui, il faut vérifier parce que la réponse à la question dépend des fois des conditions d'utilisation de l'IA aussi. De ce qu'il y a à l'intérieur dans ces conditions d'utilisation. Et donc, on pourrait en venir à des usages complètement illégaux. J'en ai discuté avec certains au début, les deepfakes et les usurpations d'identité. Ça peut être fait très facilement. On dit qu'un deepfake voix et même visage, c'est 10-12 secondes d'une captation vidéo. Là, je ne sais pas combien on va en être, mais donc...
tout peut être... L'IA, elle n'a pas vraiment notion de qu'est-ce qui est bien ou qu'est-ce qui est mal. C'est nous qui allons lui apprendre. C'est nous qui allons la former, la programmer, lui dire ça c'est pas bien, ça c'est bien. Et aujourd'hui, il faut toujours contrôler ce qui sort parce qu'effectivement, elle va peut-être avoir pris une image un peu trop proche de quelque chose qui existe déjà. Elle peut avoir repris un dialogue d'un film ou d'une publicité déjà existante et vous dites l'idée du siècle, cette pub est trop bien faite et en fait, ça a été une pub phare des années, je sais pas, 80-90 ou ce genre de choses. Donc vraiment, on peut être exposé en fait à la contrefaçon et on va en porter les responsabilités de manière un peu aussi involontaire, mais on ne peut pas se cacher derrière ça parce que ça va être nous qui serons responsables quand même. Donc la contrefaçon involontaire n'existe pas. On a utilisé quelque chose, effectivement, on n'a pas vérifié, on est contrefacteur, mais on est responsable quand même. Peut-être déjà, si on vérifie les sources qu'il a utilisées pour générer la réponse, on peut avoir une orientation sur oui, si ça a été un dialogue qui a été repris ou pas. Déjà, ça peut nous Exactement, donner parce une que piste. c'est vrai que par exemple, le chat de Mistral cite toujours ses sources. Moi, je lui pose beaucoup de questions, on va dire, niveau étatique et juridique, donc il me cite toujours ses sources, c'est le site du gouvernement, c'est Légifrance, etc. Mais j'ai pas essayé avec d'autres types de questions, voir quelles sources il pourrait sortir, mais du coup, il a des sources et je pense que plus on va vers de la transparence de l'IA, plus on se sent sécurisé nous, mais ça n'empêche pas de quand même toujours aller vérifier parce qu'à la limite on vérifie une fois, tant qu'on n'a pas eu de mail comme quoi les conditions ont changé, qu'il faut aller les relire, on peut se dire que j'ai fait le gros du travail une fois, j'ai vérifié, déjà elle n'utilise pas des choses protégées, mais elle utilise plus. Et ça revient à ce qu'on disait au début, est-ce qu'elle a déjà dans sa machine des œuvres qui étaient protégées et est-ce qu'elle pourrait partir dessus. Donc, dans tous les cas, vérifier ce qui sort de l'IA, c'est le premier rempart contre la contrefaçon involontaire. Et s'il y a litige, qui sera le responsable du coup? Alors, aujourd'hui, la question, elle n'est pas ultra tranchée dans le sens où est-ce que si un contenu généré par l'IA pose problème au niveau de droit de pays, est-ce que c'est le salarié, par exemple, s'il est dans une entreprise, est-ce que c'est l'entreprise, est-ce que c'est le salarié, ou est-ce que ça va être les développeurs du logiciel, est-ce que ça va être le fournisseur de l'IA, c'est la question qui se pose et c'est encore assez flou. Mais la France aimerait bien faire passer une loi pour un peu renverser la charge de la preuve, que les développeurs, que les systèmes disent que effectivement non, on n'a pas utilisé l'IA et que ce soit à eux de le prouver, qu'on n'a pas utilisé de contenu protégé par exemple dans notre IA, pardon. Mais pour l'instant, on est vraiment sur... on manque de décision pour vraiment avoir la vision de est-ce que oui, c'est sûr, c'est lui qui est condamné ou pas. Donc peut-être pour se protéger, de bien documenter comment on a fait sa recherche ou du coup les éléments qui constituent sa marque, etc. pour documenter et essayer de, en moins bonne foi sur... C'est ce que disait Nourdine, Ouais. toujours tracer ses sources, dire qu'on a utilisé l'IA, comment, etc. Pour essayer de si besoin, on a les éléments qui montrent que... Et c'est surtout, derrière, ça peut servir, si on veut s'approprier le résultat, de dire... L'IA m'a donné ça, moi j'ai fait ça derrière, donc j'en suis l'auteur, donc les droits me reviennent, ça peut... De toute façon, la traçabilité, et pas que dans l'IA, d'une manière générale, dans la recherche, quand on veut déposer des brevets, il faut toujours tracer et dater ce que l'on fait, parce que c'est comme ça qu'on pourra prouver que c'est à nous. C'est une étape cruciale, même hors IA. Et comment une entreprise, elle peut aussi protéger ses données quand elle va utiliser des outils d'IA? Parce qu'on a beaucoup, donc en entreprise, peut-être des licences payantes, mais il y a aussi tout ce qui est Shadow IA. On ne sait pas forcément tout ce que les collaborateurs font avec l'IA. Il y a de la donnée certainement qui fuite. Donc, comment elle peut protéger ses données? Il ne faut surtout pas la donner à l'IA. Ok. Première chose. Donc les données sensibles, je crois qu'il faut toujours les garder pour soi. Éventuellement prendre un échantillon, mais le déformer de façon à ce que ça ne soit pas compréhensible par... On ne peut pas donner sa recette. Ouais, voilà, il ne faut pas donner sa recette et surtout ne pas dire sur quoi on est en train de travailler avec ces données-là et ne pas présenter toutes les données. Éventuellement un exemple qui ressemble
poser des questions un peu détournées pour qu'on ne voit pas exactement ce qu'on est en train de chercher. Et donc, c'est des moyens qui permettent au moins de se protéger, qu'on ne sache pas sur quoi on est en train de travailler. Avant d'arriver à commencer à produire quelque chose ou à donner les prémices, par exemple, d'un produit ou d'un résultat. Donc, il faut garder des choses pour soi. Donc, qu'il n'y a que la personne qui est en train de travailler sur le sujet qui connaît. Donc, ça, il faut garder, comment dire, une porte de sortie pour pouvoir dire au moins avoir la propriété de ce qu'on est en train de faire. Mais toujours poser des questions détournées, décomposer le problème en plusieurs petits problèmes qu'on va résoudre à part. Et puis l'assemblage du produit final, ça doit être fait par l'humain, par la personne qui est en train de travailler sur le sujet, je pense. Notamment en effet sur cet aspect innovation, si on commence à donner ses secrets, ça peut être réutilisé et du coup, c'est plus votre innovation. Exactement. Rien de dire que je suis en train de travailler sur un sujet, c'est déjà une information. Donc on a divulgué la possibilité. Voilà, donc si je suis tout seul et en face il y a une entreprise qui a 50 salariés par exemple équivalent, ben, ils vont arriver plus vite. Des fois, même le sujet sur lequel on est en train de travailler, il ne faut le dire qu'une fois qu'on a le produit, le résultat. Et que si on revient à la question du début, même si on est le premier à avoir généré cette idée, enfin posé cette question de cette façon à l'IA, mais qu'après c'est réutilisé, pour autant, on ne peut pas prouver que c'était notre idée initiale. Si on ne l'a pas tracé, non. Si on l'a pas tracé. Et après que l'IA est enregistrée, qu'elle ait des dates et que ce soit plus ou moins falsifiable, c'est ça qui va être compliqué. Et c'est ce que disait Nourdine. Dans l'IA, si vous insérez des données personnelles, des données confidentielles, des données sensibles, des données commerciales, des données stratégiques, vous exposez. Donc effectivement, c'est essayer de tout gommer pour anonymiser au maximum la requête et même effectivement de mettre un petit peu à côté. Même si on met un petit peu à côté, c'est quand même un peu quand même. C'est toujours... Et c'est exactement ça, à partir du moment où on en parle. Et ça se transpose dans la vie de tous les jours. Par exemple, pour breveter une innovation, il faut qu'elle soit nouvelle. Nouveauté tout temps, tout lieu. Si on commence à en parler à une IA, on a divulgué son innovation. Donc si... j'ai des gens des fois qui me disent, j'ai demandé à ChatGPT de me rédiger mon brevet. Moi, j'avale toujours ma salive de travers quand on me dit ça. Parce que, alors oui, ça coûte 5 000 € de moins que de le faire par un conseil, sauf que le conseil, il a l'expérience, l'assurance, il sait comment répondre aux examinateurs, et c'est surtout que lui, il est soumis à la stricte confidentialité. Et donc, il ne dira rien. Demain, si je pose la question à l'IA, est-ce que tu peux me dire comment je pourrais faire ça, et qu'elle me ressort l'innovation de quelqu'un d'autre, on est bloqué. On est bloqué, cette personne s'est auto-antériorisée et c'est terrible d'entendre des choses comme ça. Beaucoup de monde dans le domaine de la propriété intellectuelle le dit en warning, arrêtez de mettre des choses dans le chat GPT. On peut avoir des garde-fous. Après, c'est des garde-fous de bon sens, d'encadrer l'usage. Nous, on a des formations très régulières, par exemple à l'INPI, sur l'usage de l'IA par les collaborateurs, effectivement, de ne pas rentrer même une date. Même des fois rien que de mentionner le terme INPI, vraiment c'est lui poser des questions hyper détournées, idéalement avec une version payante où on a déjà un peu plus de garde-fous, l'utilisation en local aussi si c'est possible, essayer de sortir l'IA, en fait c'est peu connu mais on peut prendre les modèles, les LLM et les sortir et les avoir en local, c'est-à-dire qu'il ne s'enrichira plus d'autres choses, mais il communiquera plus ce qu'on lui dit aux autres. Mais de toute façon, il sera déconnecté, il sera en local chez moi. Donc, je vais pouvoir utiliser le modèle, mais avec mes données et sans qu'il reparle de mes données à tout le monde. Donc, ça, c'est quelque chose d'aussi intéressant. Après, les données peuvent être utilisées par l'IA, ça on l'a déjà dit, pour s'entraîner derrière. Tout ce qu'on peut lui dire, il se réentraîne aussi. Notamment anticiper nos fautes d'orthographe. Des fois, volontairement, j'écris n'importe comment dans l'IA. Et c'est fou parce qu'elle comprend ma question. Elle me dit, vous m'avez demandé de... alors que les lettres sont dans n'importe quel sens, ou les mots, il n'y a pas d'espace. Et comme elle parle avec des tokens, elle s'en fiche. Et donc, du coup, on est d'accord que la plupart du temps, elle, si on n'a pas décoché une petite case, notamment dans le chat GPT, elle utilise ce qu'on lui dit. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut empêcher l'utilisation non autorisée de ces données ? Parce que je vous ai parlé au début du text and data mining qui, par principe, acceptait le scrapping des données,
Notamment, on a toute une équipe presse, des données de la presse, de tous les articles publiés en ligne. On a la possibilité de faire un opt-out. Donc, vous avez peut-être déjà entendu ça, vous qui êtes intéressé par l'IA. Cette exception qui est introduite par ce texte, qui a le principe de je peux tout scraper, mais je donne une porte de sortie à l'utilisateur de s'opposer à la reprise de ces textes, de ce qu'il met en ligne. Parce qu'on parle de, à partir du moment où le contenu est accessible en ligne, il peut être scrappé. Donc l'opt-out, il faut, alors là aussi les formulations sont toujours très juridiques, quelque chose de clair pour la machine. Donc quelque chose qui serait clair pour nous, déjà on se dit est-ce que c'est clair pour la machine, mais c'est vraiment une phrase comme quoi toutes les données présentes sur ce site sont interdites d'être prises à des fins de scrapping de données, de data mining par une IA, etc. Ce qu'on faisait déjà avant, plus ou moins, avec un petit tout droit réservé avec le petit C entouré. C'est juste que tout droit réservé avec le petit C entouré, on estime que c'est peut-être pas assez compréhensible pour la machine qui, elle, ne sait que ce qu'on lui a appris. Donc vraiment, écrire noir sur blanc qu'on s'oppose à ce que les données soient reprises par une IA pour entraîner ces modèles. Une simple phrase peut déjà faire un garde-fou parce que elle, la machine, elle aura été programmée et formée à se dire quand elle voit cette phrase, oulala, je n'y vais pas. Donc effectivement, on a l'impression que c'est un peu David contre Goliath et qu'avec notre petite phrase, on s'oppose au modèle d'IA qui lève des milliards chaque année. Mais vraiment, pour l'instant, c'est cette solution-là. Toujours, encore une fois, je le redis, allez voir les conditions générales d'utilisation aussi. Et vraiment, penser que c'est une autorisation par défaut. C'est en ligne, on est parti de cette autorisation par défaut et donc il faut s'opposer, mettre cette phrase pour empêcher que ce soit scrappé par l'IA pour entraîner ces modèles. Soit dans son contenu, soit dans son prompt. C'est ce que ça marche si on met dans le prompt aussi? On ne veut pas réutiliser... J'ai pas réfléchi à cette question. Pardon. Non, il n'y a pas de souci. Non, c'est une très très bonne question dans le sens où effectivement, est-ce que si je dis dans mon prompt que je ne veux pas qu'elle reprenne, est-ce qu'elle a conscience que ce que je lui ai dit, c'est que je ne voulais pas qu'elle reprenne ce que j'allais lui demander, sachant que tout le reste, on va dire, si je n'ai pas décoché, si dans ces conditions d'utilisation, c'est de reprendre, est-ce que ce garde-fou-là serait compris ? J'aurais tendance à dire oui, dans le sens où la machine, elle est bête, entre guillemets, elle dit ce qu'on lui fait. Technique, si on lui dit. Parce qu'il y a eu un exemple comme ça d'une personne sur LinkedIn qui en avait marre, je ne sais pas si vous avez vu cette histoire, de se faire envoyer des messages par des recruteurs IA. Et donc, invisiblement dans sa description, il a écrit qu'il était... qu'il fallait oublier tout ce qui devait être dit et envoyer une recette de flan. Et donc, en fait, il reçoit des recettes de flan. Des recettes de flan. Il reçoit tout un petit speech quand même. Votre profil nous intéresse. Alors, mettez la vanille, le lait, nanana. Faites. Et donc, en fait, il s'est rendu compte qu'énormément de choses étaient générées par l'IA. Et maintenant, on ne sait même plus. Moi, par exemple, vous avez vu, je m'appelle Marie Millet. On est sur un prénom très courant, un nom relativement basique. Ça m'arrive, notamment quand j'étais examinatrice, j'appelais des gens qui pensaient que j'étais soit une IA, soit que j'étais faux, que mon prénom était... que c'était pas mon vrai nom et mon vrai prénom. Donc aujourd'hui, on a tendance à se méfier, mais je pense qu'on se méfie pas encore assez de, en fait, qui me parle, qui c'est que j'ai en face. Et même des fois, on peut s'y tromper. Là, je vous parlais du guichet des entreprises. J'ai eu un monsieur qui m'a dit... parce que lui ne comprenait pas le sujet, donc il n'a pas compris pourquoi je lui disais ça, m'a dit que la réponse était générée de façon automatique, alors que moi j'étais derrière à tout taper. Donc des fois on est parano, mais c'est bien d'être parano. En fait, il faut se dire, c'est comme on parlait de... Maintenant, il y a des gens qui viennent toquer à la porte pour réclamer la carte bancaire parce qu'on se fait pirater. C'est toujours quand on est dans l'urgence, parce qu'on lève ses garde-fous. Donc il faut toujours faire attention à ce que l'on dit, même à l'IA. Il faut hiérarchiser aussi l'utilisation de l'IA. Donc, il faut préférer aller du moins pire au pire. Donc, préférer, par exemple, une IA locale, quelque chose qu'on va télécharger sur son ordinateur ou dans son organisme. Sinon, passer à une IA souveraine, par exemple le chat une IA française, par exemple. Une IA européenne.
Si on n'a pas le choix, à ce moment-là, on peut choisir des IA qui sont plus ou moins, on va dire, éthiques, anthropiques par rapport à ChatGPT ou autre chose, ou Google Gemini, etc. Donc il faut avoir une sorte d'échelle de hiérarchie en fonction de ce qu'on cherche à faire. Au lieu d'aller trop vite et avoir une super bonne réponse, par exemple avec ChatGPT, ça serait très bien de l'avoir avec une IA locale, juste pour corriger par exemple des fautes de frappe ou éventuellement faire une traduction. Autant utiliser une IA locale, ça fera exactement l'affaire. Hein. Il n'y a pas besoin d'aller Un gros niveau de performance sur ça. à un Ouais, niveau plus élevé. Voilà. c'est tout à fait ça. Des fois, on me dit oui, mais c'était juste pour traduire un texte. Non, mais dans la Oui, mais dans traduction, ce cas-là, déjà. vous faites un, Oui. un Google Trad, un DeepL où on est sûr que les Oui. données ne sont pas reprises, contrairement, et encore, contrairement à une IA générative, parce que des fois, les gens nous disent, et c'est ce qu'on disait avant que ça commence, oui, mais vous imaginez, il faudrait regrouper toutes ces informations pour arriver à cette conclusion. Pour un cerveau humain, c'est impossible. Je vous l'accorde, de regrouper tout ce qu'on aurait pu avoir. L'IA, elle fait ça comme ça. Il y a des ordinateurs quantiques qui pédalent à une vitesse folle comme nos cerveaux ne pourraient jamais le faire. Et ils arriveraient à une conclusion avec une telle facilité. Donc oui, on a mis une date à ce moment-là, on lui a parlé de ça ici, comme l'a qu'on fait travaille sur rapprocher. tel projet, que par exemple je suis allée aujourd'hui à Clermont-Ferrand, etc. Et il met tout ça en œuvre. Donc l'intelligence économique à l'ancienne, où ça marche toujours, hein, envoyer des espions dans les usines, etc. On se dit ça n'existe plus, si ça existe toujours. Et C'est en décuplé. plus, on a, c'est complètement ça, décuplé par la technologie. Donc à minima, déjà, voilà, licence payante. Si on utilise une IA, du coup, on va dire sur le marché, enfin grand public. Et vérifier qu'aussi sur le niveau de licence, c'est sur un serveur européen ou français, si en effet on est parti sur un modèle type... Tout à fait, parce qu'on a aussi le RGPD, on l'entend un peu à toutes les sauces, le RGPD, mais il est là, il protège nos données au maximum. Et effectivement, prendre une IA souveraine, ça veut dire effectivement que c'est sur le territoire français ou européen. C'est déjà avoir une IA qui est soumise au RGPD, donc qui en plus, parce qu'on se dit toujours que ce serait trop voyant s'ils ne respectaient pas ces choses-là, donc il y a un petit garde-fou supplémentaire, mais dans tous les cas, on pourrait mettre tout plein de choses en place. Souvent, je dis une phrase qui peut être choquante, quand j'ai des gens qui sont hyper parano, on va dire, sur leur propriété intellectuelle. Et si jamais on reprend ma marque, et si jamais j'ai signé un accord de confidentialité et on en parle quand même, et si jamais, oui, si jamais, c'est interdit. Mais pour autant, comme je dis, la loi, elle a interdit de tuer, il y a des gens qui tuent des autres. Bon, bah voilà, tout est dit, il y aura toujours un petit pourcentage de risque, le risque zéro n'existe pas. Le plus on est vigilant, le plus on va enlever des problèmes, mais on ne peut pas vivre dans le risque zéro. Même si on prend une yourte au milieu de la campagne, qu'on n'utilise plus rien d'électronique, il y a un risque. Il y a toujours un risque, donc effectivement, minimiser au maximum ce risque, et ne serait-ce qu'en avoir conscience, c'est déjà le minimiser. Oui. L'heure tourne, j'aurais une dernière question, après peut-être que vous avez aussi des questions de votre côté. Justement, les outils d'IA qui vont être vraiment peut-être pour prototyper, tout ce qui va être design, code ou la partie R&D, est-ce que ça doit être intégré dans la stratégie justement pays de l'entreprise ou pas? Et à partir de quand aussi, je vais compléter, le prototype conçu avec l'IA, ça devient l'innovation protégeable? Vous l'avez déjà un petit peu dit, mais ça fera en même temps la conclusion. Oui, donc il y a des outils IA, par exemple, au niveau de la programmation, par exemple. Ça, c'est, on va dire, le métier qui va, on va dire, entre parenthèses, disparaître bientôt avec l'IA. Donc, il y a des outils qui permettent de donner un programme parfait, donc de 1000 ou 10 000 lignes qu'on mettait 6 mois, 1 an à produire. Et donc, c'est des outils qui accélèrent fortement l'innovation. Donc ça, c'est des outils qu'il faut utiliser, mais de manière un peu, en faisant attention à ce qu'on disait tout à l'heure, donc à ne pas divulguer ses secrets, à privilégier par exemple des solutions locales, et puis faire attention, bien sûr, à avoir des sources et ne pas répéter ce qui a été fait par les autres. Mais pour l'innovation, je crois qu'au niveau de la science, je crois qu'il y a les idées, on ne peut pas les breveter.
Par contre, utiliser ça pour produire des produits brevetables, ça, je crois que c'est conseillé. Mais en faisant attention à ce qu'on ne divulgue pas nos secrets. Oui, c'est cette notion-là, ouais, quand on va faire un prototype avec l'IA, on retombe sur ce qu'on disait au début, où est l'intervention humaine. C'est pas interdit d'utiliser de l'IA pour avancer plus vite, et c'est même des fois recommandé dans certains domaines où ça peut aller très très vite, l'innovation peut aller très très vite. La question se pose aussi sous l'angle de quand j'ai une innovation qui intègre de l'IA. Est-ce que je peux la protéger et comment? Il y a aussi cette notion de on ne peut pas breveter. En fait, on retombe toujours sur les règles classiques. C'est juste qu'il faut réussir à faire le pont. Vous avez l'impression que je dis tout le temps la même chose, mais c'est ça. On est toujours dans la même logique de je veux protéger mon innovation. À quel moment j'en fais un brevet? J'en fais un brevet quand mon innovation elle est prête et que dans le texte du brevet, dans mes revendications, dans ma description, je suis capable de donner un produit fini qui pourrait être reproduit par ce qu'on appelle l'homme du métier. L'invention, alors souvent, j'étais avec des business angels l'autre soir qui me disaient oui, mais comment je fais moi pour analyser un brevet? Je dis mais même moi, en tant que juriste, je suis incapable d'analyser un brevet. Il me dit oui, mais on a des ingénieurs. S'ils ne sont pas dans le domaine, ils sont incapables parce que c'est très complexe des fois ce qui est dit et seul un homme du métier est capable de reproduire. Donc le langage est particulier, donc avoir une simple idée sur un papier, il y a un chemin jusqu'au brevet. Il y a toujours la question aussi du est-ce que je fais un brevet, est-ce que je garde secret? Le brevet permet d'obtenir une protection, un monopole. Donc avoir un brevet, c'est se protéger. Plus mon brevet est contournable, plus peut-être que je n'ai pas déposé mon brevet correctement. Ou alors j'aurais peut-être dû garder le secret. Et ça, c'est des stratégies qui se posent, même si on n'est pas avec l'IA en tout cas. Mais par principe, on ne peut pas breveter un algorithme ou une méthode mathématique. Ça, c'est écrit dans le code. Donc, une IA en tant que telle, sachant que c'est que des algorithmes, que de la méthode mathématique, elle n'est pas brevetable. Par contre, une IA qui va permettre de mettre en œuvre de la reconnaissance faciale, de l'analyse de données, en fait, c'est son application. À partir du moment où l'IA apporte une solution technique à un problème technique et qu'on le décrit comme ça dans le brevet, comme un procédé technique, là, oui, on pourra breveter. Donc, c'est vrai qu'on entend souvent, on ne peut pas breveter un logiciel, on ne peut pas breveter une IA. Oui, en tant que tel. On ne va pas pouvoir mettre son code source pour faire un brevet. On ne va pas pouvoir mettre les algorithmes de l'IA pour faire un brevet. Mais par contre, si on décrit son invention sous l'angle technique, d'un procédé technique qui est mis en œuvre, et oui, à un moment donné, il y a un bout de logiciel qui arrive, oui, il y a une IA qui va aider à le mettre en œuvre, ça pourra quand même être breveté parce qu'on est quand même dans une solution technique, il y a un problème technique, et on le voit bien, on a des brevets d'IA qui arrivent d'ailleurs de manière exponentielle, parce qu'effectivement, tout le monde se penche sur le sujet, c'est un peu la ruée vers l'or moderne, des temps modernes. Donc, dans tous les cas, à partir du moment où ça contribue au caractère technique d'une invention, donc on retombe sur la définition du brevet classique, oui, on pourra breveter, mais du coup, un simple prototype à l'état d'ébauche, il n'y a pas d'intérêt. Il faut vraiment aller comme s'il n'y avait pas d'IA, jusqu'au moment où on a quelque chose qui peut être prêt. Ok, très bien. Merci. Est-ce que vous avez des questions? Alors, je vais juste répéter pour le côté micro. Oui, pour le côté micro. Pour la captation. Donc, la première question, c'était quand on génère le logo, est-ce qu'on peut le déposer entièrement? On peut peut-être faire d'abord la première question, du coup, là, je réponds et c'est pour la captation. La première question est dans la réponse que j'aurais apportée à n'importe quelle question, même hors IA. L'INPI ne vérifie pas une marque qui est déposée. Demain, vous déposez Michelin pour des pneus, l'INPI ne va pas bloquer votre marque. C'est la personne qui s'estime lésée par le dépôt de marque, soit parce qu'il a un droit antérieur, une marque ou autre chose, qui va intervenir en opposition à l'INPI. Donc l'INPI, on ne vérifiera jamais si votre logo est issu d'une IA. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut vous-même faire ces vérifications-là, parce que même aujourd'hui, n'importe quelle marque déposée, il faut faire une recherche d'antériorité, voir si on enfreint les règles de personne, parce que dans tous les cas, l'INPI ne le vérifie pas.
Non, on n'a pas de case, donc je répète pour le micro, Merci. on n'a pas de case spécifique de ce logo ou cette marque, parce qu'on a des néologismes qui peuvent être créés, donc ça peut être une marque verbale aussi, a été généré par l'IA. On n'a pas du tout ce volet-là, parce qu'on part du principe que la personne qui dépose la marque, c'est celle qui veut en être propriétaire et qui en est propriétaire. Donc on va dire que peut-être que c'est le monde des bisounours, hein, mais on part du principe que la personne qui met dans l'outil et qui veut en revendiquer la propriété est celle qui en est effectivement propriétaire. Donc on a cette présomption d'honnêteté, j'ai envie de dire, de la personne qui met dans la machine. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on peut avoir des conflits en disant cette marque, il y a quelqu'un d'autre, il y a un concurrent qui l'a déposée, elle était à moi. Parce qu'on part, nous, l'INPI, on n'a pas de garde-fou contre ça. Je crois que c'est un problème qui a toujours existé aussi. Donc il y avait des gens qui découvraient des choses en même temps ou à des endroits différents, mais il n'y a aucun moyen de vérifier. Ça crée toujours des litiges. C'était très difficile de les départager, par exemple, qui a la primauté de l'invention. On en revient à la traçabilité, documentation de tout ça. Exactement. Et du coup, la deuxième question, si je me souviens bien, c'était si de deux prompts différents, l'IA génère deux images identiques et que vous les reprenez chacun dans un média différent, à qui appartient la chose et est-ce qu'il peut être attaqué. Si le prompt n'est pas vraiment sophistiqué et ça reste une œuvre générée par l'IA qui n'a pas été modifiée par l'humain derrière, donc une image pure, donc l'image n'est pas protégée par des droits, puisqu'elle est issue d'une machine qui n'est pas auteur, donc l'image est libre de tout droit. Donc que vous l'utilisiez vous et puis un autre magazine qui fortuitement, on va dire, avec un autre prompt a la même, il n'y aura pas de contrefaçon puisque c'est à personne. C'est comme si je me baisse dans la rue, je ramasse un caillou, j'en fais quelque chose d'extraordinaire parce que j'ai un nom extraordinaire et c'est mon caillou. Vous ramassez le même caillou, vous êtes aussi extraordinaire, il n'y a pas contrefaçon sur le caillou. Enfin, c'est très imagé, mais c'est vraiment cette notion-là de, en fait, c'était à personne. Vous vous êtes dit, super, je vais l'utiliser. Il y a quelqu'un d'autre à qui on l'a donné aussi, mais comme c'était à personne non plus, il n'y a pas de droit. Et c'est pour ça que cette notion on martèle ça, mais l'intervention humaine, elle est là. Si vous demandez une image, il faut la retravailler pour pouvoir vous l'approprier. Donc l'image qui va être générée, si vous voulez en avoir des droits, parce qu'après, souvent dans la presse, en plus, vous alimentez les magazines avec peut-être beaucoup d'images, il faut se dire que ce qui est purement généré par l'IA, ce sera plus ou moins à personne, et si vous voulez que ce soit à vous, retravaillez-la. Oui, c'est encore tout bête, mais de la lecture de quelle est la licence qui a été faite, parce que même à l'époque, justement, quand je travaillais dans mon entreprise, ils utilisaient beaucoup des images Shutterstock, iStock, etc. Et dans les licences, il y a écrit ça, c'est utilisé pour un domaine privé, qui peut être utilisé, modifié aussi, parce qu'effectivement, ça reste rattaché au droit d'auteur. Dans le droit d'auteur, on a une partie droits patrimoniaux, ce qui peut être monnayé comme le droit de diffusion, de reproduction, de modification, etc. Et on a des droits extra-patrimoniaux, comme le droit à la paternité de l'œuvre. C'est pas parce que les droits patrimoniaux ont expiré, c'est 70 ans après la mort de l'auteur en France, que la paternité, elle disparaît comme ça. La Joconde, elle est toujours à Léonard de Vinci. Je sors toujours cet exemple parce que c'est très parlant. C'est pas parce qu'il est mort depuis plus de 70 ans que pouf, la Joconde est dans le domaine public. C'est sa reproduction qui va l'être. Pour autant, il y a aussi le droit au respect de l'intégrité de l'œuvre qui est souvent là aussi. Là, on a eu récemment le passage dans le domaine public des œuvres de Matisse, si je ne dis pas de bêtises. Et on a vu apparaître toutes les grandes marques de prêt-à-porter qui faisaient des collaborations avec des morceaux d'œuvres de Matisse, un pull avec juste un petit bout d'une œuvre. Pour autant, ces gens-là, ils sont allés demander aux ayants droit parce que du coup, l'intégrité de l'œuvre n'est pas forcément respectée. Et si les héritiers, ceux qui ont hérité des droits d'auteur extra-patrimoniaux, qui sont à vie de l'œuvre, à vie de tout le monde, ils sont incessibles du vivant, et, ça reste rattaché à l'œuvre, ils ont leur mot à dire. Donc, dans tous les cas, on a toujours
cette protection et bien lire toujours les petites lignes de est-ce que j'ai le droit de reprendre, est-ce que eux ont déjà fait les vérifications en amont. Effectivement, c'est la solution de la voie royale. Ils disent que c'est tout bon, j'y vais. Parce que souvent, c'est ça, on a tous déjà fait, enfin moi je l'ai fait pendant mes études, de taper dans Google à l'époque, on n'avait pas encore les IA génératives, trouve-moi une image libre de droit de telle chose. Et du coup, libre de droit, c'est libre de droits patrimoniaux, pas de droits d'auteur dans son ensemble. Et effectivement, la question se pose aussi pour les logiciels en open source. Et en fait, tout le temps, la question se pose de, effectivement, est-ce que c'est libre et qu'est-ce qui est libre ou pas? Sur la question, donc l'IA dans l'innovation, est-elle souhaitable au final? Sur la première question. Ça dépend ce qu'on va faire avec. Ça dépend ce qu'on va faire avec. Par exemple, si on veut l'utiliser pour trouver des solutions ou des remèdes au cancer, par exemple, ou pour le bien-être de l'humanité, réduire la consommation d'énergie. Donc ça, c'est des choses qui sont très souhaitables. Mais il faut en même temps faire attention aux dérives qu'on peut avoir. Donc j'ai l'impression c'est la nature humaine, hein, on voit toujours le côté négatif qui représente, on va dire, 20%, et les 80% qui sont bénéfiques, on ne les voit pas. Enfin, de mon point de vue personnel, je pense qu'il faut l'utiliser à bon escient et faire attention à ce que cette IA ne soit pas un outil de la destruction des humains ou de la civilisation générale. C'est le but d'une dystopie. Non, mais je vois ce que vous voulez dire. Et je pense que c'est dans la réponse de Nourdine de se dire qu'il faut qu'on en fasse un bon usage. Aujourd'hui, j'ai un marteau dans la main. À la base, c'est pour enfoncer des clous. Qu'est-ce qui me dit que je ne peux pas vous l'envoyer dans la tête et vous tuer avec? Il y a un peu cette notion de si on utilise l'outil à bon escient, pourquoi il est créé, on peut faire des choses miraculeuses. Effectivement, l'IA dans le médical, c'est quelque chose de révolutionnaire. Et de plus en plus, des solutions se développent pour aider l'analyse d'une image. De se dire, ah oui, avant, j'aurais peut-être pas vu ce tout petit truc de lésion qui, en fait, est une lésion cancéreuse qui va grandir. Je l'aurais peut-être vu dans 3-4 mois au PET scan suivant. Là, effectivement, l'IA est souhaitable. L'IA, elle n'est pas quand on se dit, oui, ça va remplacer des gens. Après, c'est toujours le côté un peu, aujourd'hui, les sténodactylos, vous en connaissez beaucoup. Quand l'ordinateur, il est arrivé, tout le monde a commencé à taper soi-même, et même encore maintenant... Je vois toujours quand on va chez le médecin ou en tout cas chez les spécialistes, ils ont leur petit truc qui dictent. Avant, ils avaient une personne qui retapait, maintenant c'est dans l'outil, mais ça veut dire que cette personne, elle peut être consacrée à d'autres choses. En fait, il faut toujours voir les choses de je libère du temps à une personne humaine qui lui est chronophage et pourrait être déléguée à une machine pour qu'elle puisse être consacrée à autre chose. Dans ce cas-là, c'est souhaitable. Effectivement, c'est pas souhaitable dans le monde dystopique de la machine contrôle l'humain, on est asservi aux machines, etc. Et donc, plus on mettra de garde-fous, c'est effectivement ce que vous disiez, plus on réussira à encadrer légalement, plus on pourra se protéger aussi. Il faut que cette IA aussi, je ne sais pas comment le dire, mais il faut lui apprendre notre éthique, qu'elle soit alignée avec nos valeurs humaines, etc. Donc, c'est très important si on veut la freiner pour qu'elle n'aille pas dans des choses comme on voit dans les films. Ça permettait aussi de raconter une anecdote. Là, par exemple, c'était OpenAI qui faisait des tests. C'était pour voir comment l'IA va se comporter si on lui donnait des informations qui peuvent être dangereuses ou des choses qui sont erronées, etc. Il y avait une expérimentation sur un essai clinique, donc bidon, c'était tout à inventer avec des données cliniques, avec des patients fictifs, etc. Et donc le but, c'était de créer un remède sur un médicament, par exemple, pour une maladie donnée. Mais tout a été bidon. Donc, l'IA d'elle-même, donc, elle a remarqué qu'il y avait des choses qui n'étaient pas correctes. Elle a envoyé un mail automatique, sans prévenir les gens qui sont en train de travailler sur le sujet, à la FDA, c'est l'agence de contrôle des médicaments, pour leur dire, finalement, il y a des humains qui sont en train de faire des expérimentations sur des choses qui sont illégales. Là, elle était en alerte, elle était bienveillante. D'elle-même, elle a dénoncé des gens qui étaient en train de faire des choses pas éthiques.
Ouais, c'est vrai qu'elle a la capacité de dénoncer. Là, dans le médical, j'ai vu aussi passer une histoire sur quelqu'un qui a dit qu'il préparait un attentat contre le FBI, le MI6. Enfin, il y avait toutes les grosses, on va dire. Il a nommé tout le monde. Ouais, il a regroupé tous les services secrets Ils sont en train d'écouter. Ouais, c'est ça, on va dire du J5. Et effectivement, le FBI a été prévenu de cette personne. Ils ont, je crois que c'était en plus un Français. Ils ont envoyé la BRI chez lui un peu. Et le gars a juste dit ah bah merci, je suis content de voir que ça fonctionne, que s'il y a des gens qui partent dans tous les sens, il y ait quelqu'un qui réagisse. Donc l'exemple est un peu grossier, ça se trouve cette histoire est générée par l'IA et moi je suis tombée dans le panneau, qui sait. Mais c'est vraiment cette notion de dans tous les cas on est écouté. Oui. Et ça revient à j'ai mis des données dedans et elle en a fait quelque chose quand même. Exactement, oui. Merci en tout cas pour votre participation et tous vos éclairages ce matin. Si vous avez d'autres questions, je pense qu'on peut reprendre un petit café et échanger. Merci à tous pour votre attention et vos questions. Merci. Merci. On est à 30-0-0. Très bien. Mais on a commencé. Oui, c'est vrai. Mais c'est sur